Il existe un type de douleur qui ne laisse aucune marque visible, mais qui traverse la poitrine comme du verre brisé. C'est lorsque la voix qui devrait vous appeler « papa »,« maman », vous transperce avec des mots que vous n'auriez jamais imaginé entendre. Lorsque le regard qui vous cherchait autrefois comme un refuge porte désormais le poids du jugement, du mépris, d'une distance qui semble insurmontable. Et vous restez là, paralysé entre la colère et la tristesse, vous demandant « Où ai-je perdu mon enfant ? Comment en sommes-nous arrivés à ce point où le respect s'est transformé en poussière et l'affection en champ de mine ?» Ce que presque personne n'ose admettre, c'est que cette insulte, aussi blessante soit-elle, n'est pas née de rien. Elle n'est pas le fruit d'un élan de rébellion ou d'un moment de colère isolé. Freud a consacré sa vie à percer les mystères invisibles des familles, et ce qu'il a découvert est troublant. Lorsqu'un enfant adulte vous insulte, il n'est pas simplement cruel par cruauté. Il crie quelque chose qu'il ne peut pas dire autrement. C'est comme si sa bouche n'était que le haut-parleur d'une douleur beaucoup plus ancienne, d'un conflit qui s'accumule dans l'ombre, silencieux, invisible, mais dévastateur. Et voici la vérité que personne ne veut affronter. Vous êtes face à un choix qui va définir le reste de cette relation, car corriger un enfant qui vous insulte ne consiste pas à crier plus fort, à imposer son autorité d'une main de fer, à le punir jusqu'à ce qu'il se soumette. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et effrayant. Il s'agit d'avoir le courage de regarder dans le miroir émotionnel que cette insulte vous montre et de vous demander sans défense, sans fierté, qu'est-ce que cette agression essaie de me dire ? Qu'est-ce qui s'est coincé entre nous et qui explose maintenant de cette manière ? Freud vous dirait, s'il était là maintenant, que l'insulte est un symptôme, et les symptômes ne mentent pas. Ils révèlent ce qui est caché, ce qui a été refoulé, ce que personne n'a eu le courage de nommer. Et ce que vous faites de ce symptôme, la façon dont vous répondez à ce cri déguisé en agression, déterminera si le lien sera reconstruit ou si vous vous perdrez définitivement l'un pour l'autre, partageant le même toit mais habitant des mondes complètement séparés. Que se passe-t-il en vous lorsque vous entendez les mots durs sortir de la bouche de votre enfant? Ce n'est pas seulement le son qui fait mal, c'est le sentiment que tout ce que vous avez construit, tous les sacrifices, tout l'amour que vous croyiez visible, ont tout simplement disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé, comme si des années de nuit blanche, de renoncement à vos propres rêves, d'être présent même lorsque vous étiez épuisé, tout cela avait été effacé par une phrase. Et ce qui reste dans votre poitrine, c'est un mélange de révolte et de désarroi qui n'a pas de nom. Mais Freud regarderait ce moment et vous dirait quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que vous ressentez actuellement. L'insulte n'est pas le vrai problème. L'insulte n'est que la partie émergée de l'iceberg, la partie visible de quelque chose qui était enfoui depuis longtemps. Il appellerait cela un symptôme, pas une cause. Et la différence entre les deux est brutale. Car si vous ne traitez que le symptôme, si vous ne réagissez qu'à l'insulte elle-même, vous mettez un pansement sur une blessure qui saigne à l'intérieur. La douleur continuera, elle se transformera, elle apparaîtra sous d'autres formes, peut-être encore plus destructrices. Quand un enfant adulte vous insulte, il n'est pas simplement ingrat ou mal élevé. Derrière ce geste agressif se cache toute une histoire. Un récit émotionnel qui a commencé bien avant le moment où les mots ont été prononcés. Freud a découvert que l'inconscient humain fonctionne comme un archive vivant, où chaque expérience, chaque déception, chaque silence prolongé est enregistré. Et cet archive n'oublie pas, il attend simplement le moment d'exploser. Réfléchissez avec moi. Combien de fois vous et votre enfant avez-vous eu des conversations où les choses importantes sont restées entre les lignes? Combien de fois avez-vous tous deux ravalé des mots qui devaient être dits, mais qui semblaient trop dangereux, trop lourds, trop risqués? Combien d'attentes avez-vous portées sans jamais les verbaliser, pensant qu'ils devraient simplement savoir, simplement comprendre? Et combien de frustrations a-t-il accumulé, pensant que vous ne comprendriez jamais son point de vue, que tout ce qu'il dirait serait interprété comme une attaque ou un manque de respect? Freud appelait cela le retour du refoulé. Tout ce qui a été étouffé, tout ce qui a été poussé sous le tapis émotionnel, revient inévitablement. Et quand cela revient, c'est sous une forme déguisée, déformée, souvent méconnaissable. L'insulte que vous entendez aujourd'hui est la façon dont l'inconscient de votre fils a trouvé pour faire remonter à la surface quelque chose qu'il n'a pas réussi à traiter seul. C'est peut-être de la colère contre vos décisions qu'il n'a jamais remises en question à voix haute. C'est peut-être de la peine pour des moments où il s'est senti invisible, dévalorisé, incompris.
C'est peut-être le poids des attentes qu'il a portées sur ses épaules, sans jamais avoir choisi de les porter. Et voici ce qui complique encore plus les choses. Vous agissez également à partir de votre propre inconscient. Vous portez également des schémas hérités de vos parents, des blessures qui ne se sont jamais complètement cicatrisées, des peurs qui guident vos réactions sans que vous vous en rendiez compte. Ce qui se passe à la maison n'est donc pas un simple conflit entre deux personnes conscientes et rationnelles. C'est une rencontre entre deux mondes intérieurs remplis d'ombres, d'histoires non résolues, de douleurs qui traversent les générations. Il y a quelque chose de troublant dans cette dynamique que peu de gens remarquent. L'insulte choisit toujours le moment de plus grande vulnérabilité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est comme si l'inconscient de votre enfant attendait le moment précis où vous êtes fatigué, fragilisé, émotionnellement ouvert, pour libérer ce qui était refoulé. Et quand cela arrive, c'est avec une précision chirurgicale, touchant exactement le point que vous essayez le plus de protéger. Votre identité en tant que père ou mère, votre sentiment d'avoir fait suffisamment, d'avoir mérité au moins le respect élémentaire. La différence brutale entre la rébellion d'un adolescent et l'agressivité d'un enfant adulte réside précisément ici. L'adolescent teste ses limites, cherche son identité, essaie de se séparer de vous pour découvrir qui il est. C'est naturel, attendu, voire sain dans certaines limites. Mais lorsqu'un enfant adulte vous insulte, il ne s'agit plus de séparation. Il s'agit de quelque chose qui est resté coincé, qui n'a pas été résolu au bon moment. Quelque chose qui revient maintenant avec une force accumulée, concentrée, souvent explosive. L'adulte qui vous agresse verbalement ne lutte plus pour devenir indépendant. Il est déjà indépendant, ou du moins, il devrait l'être. Ce qu'il fait est autre chose. Il règle un compte émotionnel qui s'est accumulé au fil des ans. Il décharge des ressentiments qui étaient restés enfouis dans des tiroirs internes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et le pire, c'est que souvent, il ne sait pas lui-même nommer ce qu'il ressent. Il sait seulement qu'il y a une colère, une douleur, une déception qui doit sortir, et vous êtes la cible la plus proche, la plus sûre, ironiquement, parce que vous représentez encore quelque chose d'important pour lui. Et pourquoi les mots les plus durs viennent-ils justement de ceux que nous aimons le plus? Parce que l'amour et la haine, même s'ils semblent opposés, habitent le même territoire émotionnel. Freud le voyait clairement. Les liens les plus intenses sont aussi les plus ambivalents. Personne ne peut vous blesser autant que quelqu'un qui a un jour été votre refuge. Personne n'accumule autant de colère que quelqu'un qui a placé en vous des attentes qui n'ont jamais été pleinement satisfaites. Et c'est là l'ironie cruelle des relations familiales. Plus l'amour est profond, plus la rupture peut être dévastatrice. Il y a une vérité encore plus dérangeante cachée ici. L'insulte de votre enfant ne concerne pas seulement vous. Elle le concerne aussi. Elle concerne ses propres défauts, les frustrations de sa vie qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui sont projetées sur vous parce que vous êtes le territoire émotionnel le plus familier, le plus accessible. Il est plus facile d'attaquer ceux qui sont proches que d'affronter le monde extérieur. Il est plus sûr de se défouler sur vous que d'admettre ses propres limites, ses propres peurs, ses propres mauvais choix. Alors, lorsque vous entendez l'insulte, lorsque vous sentez cette douleur vous transpercer la poitrine, ce qui se passe n'est pas seulement une attaque personnelle, c'est la manifestation d'un conflit qui grandissait dans l'ombre, alimenté par des silences, des malentendus, des gestes que vous pensiez être de l'amour mais qu'il a interprétés comme du contrôle, comme une exigence, comme un manque de reconnaissance. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, tant que vous continuerez à voir l'insulte uniquement comme une offense et non comme un symptôme, la distance entre vous ne fera que s'accroître. Vient maintenant la partie qui fait plus mal que l'insulte elle-même. La partie qui exige un courage que peu de gens ont. Car une chose est de reconnaître que votre enfant porte en lui des douleurs, des frustrations, des conflits non résolus. Une autre chose complètement différente est de regarder en vous-même et d'affronter le fait que vous avez également votre part de responsabilité dans cette histoire. Non par méchanceté, non par négligence intentionnelle, mais parce que vous êtes humain. Et tout être humain porte un bagage, répète des schémas, transmet des blessures sans s'en rendre compte. Freud disait que l'enfant est comme un miroir, mais ce n'est pas un miroir ordinaire qui ne reflète que la surface. C'est un miroir émotionnel qui vous renvoie tout ce que vous avez vous-même vécu, souffert, non résolu. Et souvent, ce que vous voyez en lui n'est pas seulement son comportement, c'est l'écho déformé de quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, peut-être même de générations précédentes. Il vous montre des schémas que vous avez hérités de vos propres parents,
des peurs que vous n'avez jamais affrontées, des exigences que vous avez reçues et que vous avez involontairement transmises. Vous souvenez-vous de ce que c'était avec vos parents? Vous souvenez-vous des moments où vous vous sentiez incompris, étouffé, poussé à être quelqu'un que vous n'étiez pas? Vous souvenez-vous de la colère silencieuse que vous gardiez quand vous pensiez qu'il ne vous voyait pas vraiment, qu'il ne voyait que la version idéalisée qu'il voulait que vous soyez? Eh bien voilà. Maintenant, regardez la relation que vous avez avec votre enfant et demandez-vous sans vous défendre, n'avez-vous pas fait exactement la même chose à un moment donné? Sans vous en rendre compte, n'avez-vous pas projeté sur lui des attentes qui concernaient davantage vous-même que ce qu'il est réellement? Freud appelait cela la compulsion de répétition. C'est l'un des concepts les plus troublants qu'il ait développé, car il montre que même lorsque nous jurons de ne jamais répéter les erreurs qui nous ont blessés, même lorsque nous faisons consciemment tout différemment, l'inconscient trouve des moyens de reproduire les schémas essentiels. Vous avez peut-être été plus présent que vos parents, vous avez peut-être donné plus d'affection, plus d'attention, plus de ressources. Mais si au fond, vous portez en vous la même exigence interne, la même difficulté à accepter l'autre tel qu'il est, le même besoin de contrôler pour vous sentir en sécurité, alors le cœur du conflit se répète, mais sous une autre forme. Et il ne s'agit pas de culpabilité. La culpabilité paralyse, elle vous enferme dans un cycle d'autoflagellation qui ne mène nulle part. Ce que Freud vous invite à faire, c'est à assumer vos responsabilités. Et la responsabilité, c'est différent. La responsabilité, c'est regarder votre part dans cette histoire sans vous détruire, mais aussi sans vous exonérer. C'est reconnaître que oui, vous avez fait de votre mieux avec les outils émotionnels dont vous disposiez à l'époque. Mais c'est aussi admettre que votre mieux, aussi bien intentionné soit-il, comportait des défauts, des angles morts, des limites qui se manifestent aujourd'hui dans la distance qui vous sépare de votre enfant. Il y a un paradoxe cruel dans cette dynamique. Vous avez probablement passé toute votre vie à essayer de ne pas être comme vos parents. Vous avez identifié leurs erreurs. Vous avez promis de faire autrement. Vous avez construit votre façon d'éduquer en réaction à ce que vous avez subi. Mais voici le piège. Lorsque vous construisez votre identité de père ou de mère uniquement en opposition à quelque chose, vous continuez à être contrôlé par ce que vous essayez de nier. Vous n'êtes pas libre. Vous ne faites que réagir. Et votre enfant le ressent. Il sent qu'il y a quelque chose de non résolu en vous. Quelque chose qui transparaît dans les moments de tension, qui apparaît dans les reproches, dans les silences lourds, dans les gestes qui devraient être des marques d'amour, mais qui lui apparaissent comme un poids. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes disputé sérieusement. Essayez de vous souvenir non seulement de ce qui a été dit, mais aussi de ce qui est resté en suspens, non verbalisé. Quand il vous a attaqué, quand il a utilisé ces mots durs, qu'avez-vous ressenti? De la colère, oui, de la peine, bien sûr. Mais si vous êtes brutalement honnête avec vous-même, n'avez-vous pas aussi eu un éclair de reconnaissance? Une seconde où vous vous êtes dit « J'ai déjà ressenti cela, j'ai déjà regardé quelqu'un comme ça. J'ai déjà ressenti cette même colère étouffée. » Car la vérité dérangeante est que souvent, ce qui nous blesse le plus chez l'autre, c'est précisément ce que nous reconnaissons, même inconsciemment, en nous-mêmes. Freud vous dirait que cette reconnaissance, aussi douloureuse soit-elle, est aussi le point de basculement. Parce que tant que vous voyez votre enfant uniquement comme le problème, comme celui qui doit être réparé, corrigé, remis à sa place, vous êtes bloqué. Mais lorsque vous parvenez à voir qu'il vous renvoie quelque chose qui vous appartient également, qu'il vous montre un miroir brisé de votre propre histoire, alors un nouvel espace s'ouvre. Un espace où la correction n'est plus une question de domination, mais de compréhension. Il ne s'agit plus d'imposer son autorité, mais de reconstruire le lien à partir d'une base plus vraie, plus honnête, plus humaine. Et écoutez, cela ne signifie pas que vous êtes le méchant de l'histoire. Cela ne signifie pas que tout est de votre faute et que votre enfant n'a aucune responsabilité. Loin de là. Il doit aussi faire sa part, il doit aussi examiner ses propres normes, il doit aussi dépasser sa propre fierté. Mais vous ne contrôlez pas son processus interne, vous ne contrôlez que le vôtre. Et votre processus commence ici, dans le courage d'affronter le miroir brisé, de voir non seulement ce qu'il a fait de mal, mais aussi ce que vous, même sans intention, avez transmis, répété, laissé passer. Car en fin de compte, la plus grande libération ne vient pas du fait de faire changer l'autre. Elle vient du fait de vous libérer des normes inconscientes qui vous emprisonnent depuis des générations. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous traversez cette douloureuse prise de conscience, quelque chose change dans l'énergie de la relation. Pas immédiatement, pas comme par magie, mais lentement,
comme quelqu'un qui plante une graine dans un sol qui semblait stérile. Et cette graine, vous dirait Freud, est la seule qui ait une chance réelle de faire germer quelque chose de nouveau entre vous et votre fils. Mais voici ce qui va tout changer. L'insulte que vous avez entendue n'était pas seulement une attaque. C'était un message codé, déguisé en agression, qui essaie de vous dire quelque chose que votre fils ne sait pas comment verbaliser autrement. Freud passait des heures à écouter ses patients parce qu'il comprenait que les mots ne disent jamais seulement ce qu'ils semblent dire en surface. Ils comportent des couches, des intentions cachées, des demandes désespérées qui se cachent derrière la colère, la froideur, le mépris apparent. Pensez-y. Quand un petit enfant pleure sans arrêt, vous n'êtes pas seulement irrité par ses pleurs. Vous essayez de déchiffrer ce qui se cache derrière. La faim, le sommeil, la douleur, la peur. Les pleurs ne sont qu'un symptôme, le signe que quelque chose a besoin d'attention. Avec un enfant adulte qui vous insulte, la logique est exactement la même, mais infiniment plus complexe. Car maintenant, les mots sont tranchants, élaborés, choisis pour blesser. Mais même ainsi, derrière l'agressivité se cache une demande qu'il ne parvient pas à formuler directement. Parfois, l'insulte crie « Regarde-moi vraiment pas la version de moi que tu as idéalisée ». D'autres fois, elle dit « J'ai besoin que tu me respectes en tant qu'adulte, pas que tu me traites comme ton extension ». Ou encore « J'ai peur de te décevoir et je préfère m'éloigner de toi avant que tu ne me rejettes ». Chaque insulte véhicule un récit émotionnel spécifique, et si vous n'apprenez pas à lire entre les lignes, vous continuerez à réagir uniquement au bruit et non au sens. Freud appelait cela « acting out ». C'est lorsque la personne agit au lieu de parler, lorsqu'elle se décharge émotionnellement dans des comportements parce qu'elle n'a pas d'espace sûr ou la capacité interne pour mettre cela en mots organisés. Et regardez l'ironie. Souvent, votre enfant agit de cette manière précisément parce qu'à la maison, il n'y a jamais eu d'espace réel pour que certaines choses soient dites sans explosion, sans jugement, sans conséquences qui semblaient disproportionnées. Vous souvenez-vous d'un moment où il a essayé de vous dire quelque chose d'important et où, sans le vouloir, vous l'avez interrompu, minimisé ou transformé en leçon de morale? Vous souvenez-vous d'un moment où il a montré sa vulnérabilité et où, en pilote automatique, vous avez répondu par une critique déguisée en conseil? Ces moments, aussi insignifiants qu'ils aient pu paraître à l'époque, lui ont appris une chose. Il n'est pas sûr de s'ouvrir à vous. Il n'est pas productif d'être honnête. La frustration s'est donc accumulée jusqu'à ce que la seule issue soit l'agressivité. Et il y a un autre niveau encore plus profond ici. Parfois, l'insulte ne vous concerne même pas. Parfois, votre enfant projette sur vous toutes les frustrations qu'il ressent à l'égard de sa propre vie. Il n'a pas réussi à réaliser ses rêves, il est inquiet pour l'avenir, il a l'impression que le monde est trop lourd à porter et qu'il n'y arrive pas. Tout cela peut se transformer en colère dirigée contre vous, car vous êtes la cible la plus proche, la plus intime, celle dont il croit inconsciemment qu'elle le supportera, qu'elle ne l'abandonnera pas même après l'agression. Freud voyait cela tout le temps chez ses patients. Il déchargeait sur leurs parents, leurs conjoints, leurs proches, tout ce qu'ils ne pouvaient pas affronter en eux-mêmes. Et plus il y a d'amour dans le lien, plus cette décharge peut être intense. Car au fond, il existe une croyance presque toujours inconsciente, que celui qui aime vraiment supportera, comprendra, restera la même après la tempête. Il y a une vérité encore plus troublante dans ce processus. Votre enfant est peut-être en train de vous tester. Pas consciemment, pas comme un jeu manipulateur, mais comme un besoin psychique profond de confirmer que l'amour que vous avez toujours dit ressentir est suffisamment réel pour survivre à la pire version de lui-même. C'est comme s'il vous demandait, à travers son agressivité, « M'aimez-vous encore même quand je ne suis pas aimable? Êtes-vous encore là même quand je vous fais du mal ?» Et cette question, aussi déformée soit-elle, est légitime. Car au fond, chaque être humain porte en lui cette insécurité fondamentale. Suis-je digne d'être aimé malgré tous mes défauts? Et quand votre enfant vous teste de cette manière, quand il vous repousse justement pour voir si vous revenez, il agit à partir d'un sentiment de peur profonde et non de cruauté calculée. Alors, ce que vous devez faire maintenant, ce n'est pas riposter avec plus d'agressivité, ni ravaler votre colère en silence, en faisant semblant que cela ne vous a pas blessé. Ce dont vous avez besoin, c'est de devenir un décodeur émotionnel. Vous devez commencer à écouter ce qui n'est pas dit. Vous devez regarder l'insulte et vous demander « Qu'est-ce que mon enfant essaie de me communiquer à travers cette douleur qu'il me fait subir ?» Et cela exige une pause, une profonde inspiration, un contrôle qui semble impossible lorsque votre poitrine est en feu. Mais c'est précisément dans cet espace entre l'insulte et votre réaction
que réside la possibilité d'une transformation. Car si vous réagissez automatiquement, si vous rendez l'agression ou si vous vous renfermez dans une douleur silencieuse, le cycle se répète. Votre enfant apprend qu'il ne peut pas compter sur vous pour comprendre, pour voir au-delà des apparences. Et alors, ce qui était une demande déguisée de connexion se transforme en confirmation que vous ne vous comprendrez jamais vraiment. Mais si vous parvenez, ne serait-ce que quelques secondes, à regarder au-delà des apparences et à chercher le sens caché, vous ouvrez une porte qui était fermée depuis des années. Et de l'autre côté de cette porte se trouve la possibilité d'un véritable dialogue, d'une connexion qui va au-delà des défenses, d'une relation où vous pouvez enfin être vus tous les deux, non pas à travers vos masques, mais pour ce que vous êtes vraiment. Deux êtres humains imparfaits, blessés, essayant de se comprendre dans le domaine le plus complexe qui soit, celui de l'amour familial. Et cette compréhension, vous direz Freud, ne commence pas lorsque vous parvenez à faire cesser les insultes de votre enfant. Elle commence lorsque vous parvenez à entendre ce que l'insulte dit réellement. Maintenant que vous savez que l'insulte est un message déguisé, la question qui se pose est comment répondre? Comment corriger sans détruire? Comment imposer des limites sans construire des murs encore plus hauts? Car voici le dilemme le plus délicat. Corriger un enfant adulte ne fonctionne pas comme corriger un enfant. Il ne s'agit pas d'imposer son autorité. Il ne s'agit pas de conséquences externes. Il ne s'agit pas de le faire obéir. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus difficile. Il s'agit de l'aider à voir ce qu'il fait, sans l'humilier, sans briser ce qui reste de dignité en lui et en vous. Freud avait une méthode spécifique lorsque quelqu'un arrivait dans son cabinet plein de défense, agressif, fermé. Il ne s'opposait pas frontalement. Il créait un espace où la vérité pouvait émerger sans crainte de punition. Et c'est exactement ce que vous devez construire chez vous. Un espace émotionnel suffisamment sûr pour que la vérité, aussi dure soit-elle, puisse être dite et entendue sans que tout explose à nouveau. Le premier principe est la pause. Cela semble simple, mais c'est extrêmement difficile. Lorsque l'insulte arrive, lorsque la phrase dure coupe l'air, l'impulsion immédiate est de réagir, riposter avec la même intensité ou se refermer dans un silence blessé. Mais ces deux réactions alimentent le cycle. Ce que Freud vous dirait, c'est arrêtez, respirez, comptez jusqu'à 10 si nécessaire. Car votre réaction dans les premières secondes déterminera si cette situation deviendra un nouveau brick dans le mur ou une lueur d'espoir. Et vous ne pouvez pas créer cette lueur si vous agissez à partir d'une blessure ouverte. Cette pause n'est pas de la passivité, c'est un contrôle conscient. C'est vous qui vous dites « Je ne vais pas laisser mon pire côté décider de l'avenir de cette relation. Je vais choisir comment répondre, pas seulement réagir. » Et dans cet espace de quelques secondes, vous avez la chance d'accéder à une version de vous-même plus mature, plus consciente, plus capable de voir au-delà du moment immédiat. Le deuxième principe consiste à nommer le non-dit. Lorsque vous reprenez le contrôle émotionnel, lorsque la première vague de douleur passe, vous devez rendre à votre enfant non pas l'agression, mais l'interprétation. Ce n'est pas « comment oses-tu me parler ainsi ?» c'est « j'ai entendu de la colère dans ta voix, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus profond là-dessous. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? Cela semble trop vulnérable? Vous avez l'impression de baisser votre garde? C'est vrai, mais c'est précisément cette vulnérabilité qui désactive sa défense. Car lorsque vous réagissez avec maîtrise, lorsque vous montrez que vous êtes prêt à écouter au-delà de l'insulte, vous retirez à votre enfant le rôle d'agresseur et lui offrez le rôle de quelqu'un qui peut être compris. Le troisième principe consiste à séparer le comportement de la personne. Vous devez être clair, ce que tu as dit m'a blessé et ce n'est pas acceptable, mais cela ne change rien au fait que je t'aime et que je veux comprendre ce qui se passe. Cette distinction est fondamentale, parce que si vous attaquez son identité, si vous dites ou suggérez qu'il est ingrat, de mauvaise moralité perdue, vous enfoncez le couteau plus profondément. Mais si vous parvenez à dire « je corrige ce que vous avez fait, pas qui vous êtes », vous préservez sa dignité tout en établissant la limite nécessaire. Et comprenez bien, établir des limites n'est pas facultatif. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quel comportement au nom de l'amour. Il s'agit de dire clairement « ce n'est pas acceptable et cela ne sera pas toléré », mais le dire sans détruire la personne, sans transformer la limite en un mur infranchissable. Une limite saine est comme une clôture. Elle marque le territoire, mais elle a une porte. Le mur n'a pas de porte. Le quatrième principe consiste à créer ce que Freud appellerait un espace analytique à l'intérieur de la maison. Il doit y avoir un moment, un lieu,
une circonstance où vous pouvez tous les deux discuter sans le poids du quotidien, sans distraction, sans les défenses habituelles. Cela peut être une promenade, ou s'asseoir ensemble à une table sans télévision, sans téléphone portable, sans personne d'autre. Un espace où la question est sincère. Comment en sommes-nous arrivés là? Et où vous avez tous les deux la possibilité de répondre honnêtement. Cet espace ne se crée pas par hasard. Vous devez le créer intentionnellement. Vous devez dire « J'aimerais vraiment discuter avec toi sans interruption. Ça te dit ?» Et vous devez respecter sa réponse si elle est négative la première fois. Mais continuez à proposer sans pression, sans exigence, jusqu'à ce qu'une ouverture se présente. Et ici, à ce stade où vous essayez de reconstruire, où vous appliquez ces principes, il est important de dire une chose. Ce chemin n'est pas facile à parcourir seul. Si vous sentez que vous avez besoin d'un soutien plus profond, d'outils plus spécifiques pour cette traversée, de l'aide est disponible. Si ce contenu vous parle, si vous réalisez que ce n'est pas juste une conversation vide de sens, abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre commentaire, partagez votre histoire, car vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Et lorsque vous partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vit la même chose, vous ne faites pas que diffuser du contenu, vous tendez la main à ceux qui sont également perdus dans ce labyrinthe. Le 5e principe, et peut-être le plus difficile, est d'interpréter sans juger. Freud ne jugeait pas ses patients. Il cherchait à comprendre. Et vous devez faire de même. Lorsque votre enfant vous insulte, il y a toute une histoire derrière. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec la forme, mais vous devez essayer de déchiffrer le contenu. Que ressent-il qui le pousse à agir ainsi? Quelle peur, quelle insécurité, quelle frustration alimente cette agressivité? Et lorsque vous cherchez à comprendre au lieu de simplement condamner, quelque chose change. Pas immédiatement, mais petit à petit. Interpréter sans juger ne signifie pas que vous approuvez. Cela signifie que vous essayez de voir le tableau dans son ensemble avant de prendre des décisions. Cela signifie que vous reconnaissez que les mauvais comportements proviennent généralement d'une douleur profonde et qu'il est plus efficace de traiter la douleur que de simplement punir le comportement. Ces 5 principes ne sont pas une formule magique. Ils ne vont pas tout résoudre du jour au lendemain, mais ils constituent une feuille de route. Et sans feuille de route, vous continuez à tourner en rond, à répéter les mêmes erreurs, à obtenir les mêmes résultats. Avec une feuille de route, au moins vous savez où vous mettez les pieds, vous savez quelle direction prendre, vous savez que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de la reconnexion et ne vous en éloigne pas. Mais même avec la carte en main, même en sachant exactement quoi faire, il y a un obstacle qui se dresse sur votre chemin et qui peut tout faire échouer, l'orgueil, le vôtre et le sien. Car corriger un enfant qui vous insulte n'est pas seulement une question de technique ou de compréhension psychologique. C'est une bataille contre votre propre besoin d'avoir raison, de préserver votre image, de ne pas céder pour ne pas paraître faible. Et tant que l'orgueil sera aux commandes, tout ce que vous tenterez de faire se heurtera à un mur invisible et rebondira. Freud comprenait que l'ego humain est un gardien féroce. Il protège l'image de soi. Il déforme la réalité si nécessaire pour que vous n'ayez pas à affronter des vérités trop douloureuses. Et au sein des familles, l'ego de chacun est constamment en jeu. Votre ego de parent dit « J'ai tout fait pour cet enfant. Je mérite le respect. Je ne peux pas accepter d'être traité ainsi. » Et l'ego de votre enfant dit « Je ne suis plus un enfant. Je ne céderai pas. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens, même si cela fait mal. » Et là, vous vous retrouvez tous les deux coincés dans un bras de fer émotionnel où personne ne veut être le premier à baisser la garde, car baisser la garde semble être une défaite. Mais voici ce que Freud vous dirait avec cette brutalité qui le caractérisait. La fierté ne vous protège pas, elle vous emprisonne. Elle vous maintient prisonnier d'un rôle rigide, d'une posture défensive, d'une guerre sans vainqueur, seulement des perdants accumulant des cicatrices. Lorsque vous refusez d'admettre que vous avez tort, lorsque vous insistez pour maintenir une posture d'autorité inébranlable, lorsque vous n'acceptez pas que oui, vous avez également contribué à ce désordre émotionnel, vous fermez toutes les portes. Et de l'autre côté, lorsque votre enfant fait la même chose, lorsqu'il s'enferme dans sa propre colère, dans sa propre douleur, lorsqu'il refuse lui aussi de déposer les armes, vous construisez tous les deux une forteresse où l'affection ne peut plus circuler. Et le pire, c'est que cette forteresse est construite avec des mensonges. Des mensonges que vous vous racontez à vous-même. J'ai toujours été un bon père, une bonne mère. Le problème vient uniquement de lui. Des mensonges qu'il se raconte à lui-même. Mes parents ne m'ont jamais compris. Ils ne m'ont jamais valorisé. Tout est de leur faute.
Et plus vous répétez ces récits simplifiés, plus ils se solidifient, plus ils semblent être la vérité absolue, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la nuance, pour l'ambiguïté, pour la complexité réelle d'une relation où les deux ont commis des erreurs, les deux ont eu raison, les deux portent des blessures. Freud voyait cela tous les jours dans son cabinet. Des patients qui arrivaient avec des certitudes absolues sur qui était le méchant de l'histoire. Et son travail consistait à démanteler gentiment ces certitudes, en montrant que la réalité est toujours plus complexe que l'ego ne veut bien l'admettre. Et à la maison, vous devez faire le même travail. Vous devez commencer à remettre en question vos propres certitudes. Avez-vous vraiment toujours agi dans l'intérêt supérieur de votre enfant, ou avez-vous parfois agi par peur, par besoin de contrôle, par insécurité? Il ne s'agit pas de vous culpabiliser, il s'agit d'assumer vos responsabilités. La responsabilité est différente de la culpabilité. La culpabilité vous paralyse, vous enfonce, vous donne le sentiment d'être un échec irréparable. La responsabilité vous libère, car elle vous montre que si vous avez votre part de responsabilité dans le problème, vous avez aussi le pouvoir de faire partie de la solution. Et la seule façon de dissoudre l'orgueil, le vôtre comme le sien, est de commencer par la vulnérabilité. La vulnérabilité peut sembler être une faiblesse, mais c'est tout le contraire. C'est une force que peu de gens ont le courage de montrer. C'est regarder votre enfant et lui dire « J'ai fait des erreurs. Je n'ai pas su comment vous atteindre. J'ai fait des choses que je pensais être pour votre bien, mais qui vous ont blessé, et j'en suis désolé. » Et ce n'est pas une excuse vide de sens, de celle que l'on lance en l'air juste pour apaiser. C'est une reconnaissance sincère, brute, sans défense, que vous êtes humain, imparfait, et que vous êtes prêt à l'affronter. Lorsque vous faites cela, lorsque vous montrez une réelle vulnérabilité, vous désarmez l'autre, car il est difficile de continuer à attaquer quelqu'un qui est là, exposé, sans armure. Et votre enfant, même s'il ne le montre pas immédiatement, le sentira. Il sentira que quelque chose a changé, que l'ancienne dynamique où vous vous affrontiez tous les deux offre désormais une nouvelle possibilité où vous pouvez vous retrouver. Mais il y a un détail crucial ici. Vous ne pouvez pas faire cela en attendant qu'il fasse de même immédiatement. Vous ne pouvez pas utiliser la vulnérabilité comme monnaie d'échange. Je me suis ouvert. Maintenant, c'est votre tour. Si vous faites cela avec cette attente, vous ne faites que manipuler, vous n'êtes pas sincère. Vous devez baisser votre garde parce que c'est la bonne chose à faire, parce que vous voulez briser le cycle, pas parce que vous attendez une réponse spécifique. Et si la réponse ne vient pas, s'il reste fermé, agressif, distant, vous entrez alors dans le domaine le plus douloureux de tous, celui d'accepter que vous ne contrôlez que votre part, pas la sienne. Mais au moins, vous aurez fait ce qui était en votre pouvoir. Vous aurez planté une graine dans un sol qui semblait stérile. Et cette graine peut mettre du temps à germer, elle peut avoir besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup de patience, de beaucoup de soins. Mais elle est là. Et Freud vous dirait, la fierté que vous lâchez aujourd'hui est la liberté que vous gagnerez demain. Parce que lorsque vous cessez d'avoir besoin d'avoir raison, lorsque vous cessez de défendre une image qui n'a peut-être jamais été tout à fait vraie, vous devenez plus léger, vous devenez capable de bouger, de vous adapter, de vraiment trouver votre enfant là où il est, et non là où vous aimeriez qu'il soit. Et cela, même si les résultats tardent à se manifester, est déjà un acte d'immense courage. Il y a un moment, après avoir dépassé votre fierté, après avoir accepté votre vulnérabilité, où vous regardez la relation avec votre enfant et réalisez quelque chose d'effrayant. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de conversation magique qui résout tout. Il n'y a pas de geste grandiose qui efface des années de distance. Le respect qui a été perdu, le lien qui s'est rompu, tout cela doit être reconstruit lentement, brique par brique, geste par geste, jour après jour. Et c'est la partie à laquelle personne ne vous prépare. La reconstruction est lente, fatigante, pleine de recul. Freud savait que le psychisme humain ne change pas en un clin d'œil. Il voyait ses patients semaine après semaine, mois après mois, parfois année après année, car il comprenait que la véritable transformation prend du temps. Les schémas inconscients qui ont mis des décennies à se former ne disparaissent pas d'un seul coup. Ils doivent être démantelés couche par couche, remplacés par de nouveaux schémas encore fragiles, qui ont besoin d'être constamment répétés pour se solidifier. Et à la maison, avec votre fils, la logique est la même. Vous ne corrigerez pas la relation avec une seule excuse, aussi sincère soit-elle. Vous ne regagnerez pas le respect avec une seule démonstration de changement. Ce qui fera la différence, c'est la cohérence. C'est vous qui vous présentez jour après jour, avec une attitude différente.
C'est vous qui contrôlez votre réaction lorsque l'insulte revient, car elle reviendra probablement. C'est vous qui devez garder l'espace ouvert au dialogue même lorsque sa réponse est le silence ou davantage d'agressivité. Le respect n'est pas quelque chose que vous exigez. Le respect est quelque chose que vous gagnez par votre comportement, par la façon dont vous honorez vos propres paroles, par la façon dont vous restez ferme dans vos limites, sans devenir rigide, présent, sans étouffer. Et c'est épuisant, parce qu'il y a des jours où vous aurez l'impression que rien n'a changé, que tous vos efforts ont été vains, qu'il serait plus facile d'abandonner et d'accepter que la relation sera toujours froide, toujours distante, toujours brisée. Mais voici ce que Freud vous dirait à propos de ces moments de découragement. La transformation se produit dans les couches invisibles avant de devenir visible à la surface. À l'intérieur de votre enfant, même s'il ne le montre pas, chacun de vos gestes différents est enregistré. Chaque fois que vous contrôlez votre réaction, chaque fois que vous offrez de la compréhension plutôt que du jugement, chaque fois que vous laissez la porte ouverte plutôt que de la fermer à clé, vous plantez quelque chose de nouveau dans son inconscient. Et cela prend du temps à germer. Vous devez créer de nouveaux rituels de reconnexion. Je ne parle pas de gestes grandioses ou forcés, je parle de moments simples, mais intentionnels. Peut-être s'agit-il d'un café ensemble une fois par semaine. Peut-être s'agit-il d'un message sincère, lui demandant comment il va, sans exigence, sans attente de réponse immédiate. Peut-être s'agit-il simplement d'être présent quand il en a besoin, sans en faire une occasion de lui donner une leçon de morale ou d'exiger de la gratitude. Ces petits gestes semblent insignifiants pris isolément, mais additionnés au fil du temps, ils construisent quelque chose. Ils communiquent un message que les mots seuls ne peuvent transmettre. Je suis là, je ne t'ai pas abandonné, je n'ai pas renoncé à nous. Et ce message, répété avec constance, commence à éroder les défenses qu'il a construites, commence à créer de petites fissures dans le mur qui vous sépare. Mais il y a une partie encore plus difficile dans ce processus. Vous devez apprendre à vraiment écouter. Ne pas écouter pour répondre, ne pas écouter pour corriger, ne pas écouter pour ensuite utiliser cela contre lui. Écouter pour comprendre. Écouter sans interrompre, sans se défendre, sans avoir besoin d'avoir le dernier mot. Et quand il parle, quand il finit par s'ouvrir et laisser échapper quelque chose de vrai, vous devez honorer cela. Vous devez montrer que vous avez écouté, que vous avez pris cela au sérieux, que cela compte. Freud appelait cela l'attention flottante. C'était la façon dont il écoutait ses patients, sans juger, sans filtrer à travers ses propres préjugés, en recevant simplement ce qui venait et en essayant d'en comprendre le sens profond. Et lorsque vous écoutez votre enfant de cette manière, lorsque vous faites vraiment l'effort de comprendre son monde, au lieu de simplement défendre le vôtre, quelque chose change. Il sent qu'il existe un espace sûr. Il sent qu'il peut baisser sa garde, même si ce n'est qu'un peu. Et il y a plus. Vous devez accepter que l'enfant que vous avez n'est pas l'enfant que vous aviez imaginé avoir. C'est peut-être la douleur la plus profonde qu'un père ou une mère ait à traverser. Vous avez rêvé d'une version de lui. Vous avez projeté des attentes. Vous avez construit dans votre tête un scénario de la façon dont les choses devraient être, et la réalité n'a pas suivi le scénario. Il est qui il est, avec toutes ses imperfections, avec tous les choix que vous n'approuvez pas, avec toute la distance qui fait mal. Et tant que vous n'accepterez pas cela, tant que vous ne lâcherez pas la version idéalisée pour embrasser la version réelle, vous continuerez à essayer de corriger la mauvaise personne. Parce que vous essaierez de le transformer en ce qu'il n'a jamais été, au lieu de le trouver là où il est. Et Freud vous dirait, le deuil de l'enfant que vous imaginiez avoir est nécessaire. Vous devez pleurer cette perte, ressentir cette frustration, puis lâcher prise. C'est seulement ainsi que vous pourrez voir qui se trouve réellement devant vous. Et c'est seulement ainsi que vous pourrez commencer à construire une relation réelle, non basée sur des fantasmes, mais sur la vérité. Cette reconstruction, brique par brique, n'a pas de délai défini. Il n'y a pas de manuel avec des étapes garanties. Il y a des moments d'avancée et des moments de recul. Il y a des jours où vous semblez enfin vous comprendre et des jours où la distance semble encore plus grande qu'avant. Mais si vous restez cohérent, si vous n'abandonnez pas dans les moments difficiles, si vous continuez à offrir une présence authentique même lorsque vous ne recevez pas de réciprocité immédiate, vous faites votre part. Et cela en soi est déjà transformateur. Mais que se passe-t-il si vous faites tout correctement? Si vous surmontez votre fierté, si vous vous ouvrez dans votre vulnérabilité, si vous vous efforcez jour après jour de reconstruire le lien, et que la réponse ne vient toujours pas, et si votre enfant reste fermé, continue à vous insulter,
continue à garder ses distances, comme si vous étiez un étranger. C'est la vérité la plus dure dont personne ne veut parler, mais que Freud n'a jamais évitée. La fin n'est pas toujours heureuse. Les efforts ne donnent pas toujours le résultat souhaité. L'amour ne suffit pas toujours à briser toutes les barrières. Et c'est là que vous entrez dans la partie la plus sombre de ce parcours, le deuil symbolique. Car lorsque vous faites tout ce qui est en votre pouvoir et que la relation ne s'améliore toujours pas, vous devez faire face à une perte qui n'est pas physique, mais qui fait aussi mal que si elle l'était. Vous devez accepter que votre enfant, qui est là, vivant, respirant, partageant peut-être le même espace que vous, est en même temps irrémédiablement distant. Et cette distance, malgré tous vos efforts, n'est peut-être pas quelque chose que vous pouvez changer seul. Freud parlait du travail de deuil. C'est le processus psychique qui consiste à accepter une perte, à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez plus avoir, à réorganiser votre vie émotionnelle sans cette présence, sans cette connexion, et faire le deuil d'une relation qui existe encore techniquement, mais qui est émotionnellement morte ou agonisante, est l'un des processus les plus brutaux qu'un être humain puisse affronter. Parce qu'il n'y a pas de funérailles, pas de rituel, pas de reconnaissance sociale de cette douleur. Vous êtes en deuil d'une personne qui est encore en vie, et le monde qui vous entoure ne comprend pas. Mais voici ce que vous devez comprendre, même si cela fait mal. Votre paix intérieure ne peut dépendre de la réponse de votre fils. Elle ne peut être conditionnée par son changement, par son pardon, par le fait qu'il vous voit enfin comme vous aimeriez être vu. Car si vous placez votre paix entre ses mains, vous devenez l'otage émotionnel de quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt, ou qui n'est pas disposé, ou qui n'est tout simplement pas capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Freud vous dirait que la véritable libération se produit lorsque vous faites ce qui doit être fait, non pas pour le résultat, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Lorsque vous vous excusez non pas pour être pardonné, mais parce que vous reconnaissez avoir commis une erreur. Lorsque vous offrez votre amour non pas pour recevoir de l'amour en retour, mais parce que vous choisissez d'aimer malgré tout. Lorsque vous vous efforcez de reconstruire, non pas parce que vous avez la garantie de réussir, mais parce que vous ne voulez pas regarder en arrière et voir que vous avez abandonné sans essayer. Et si après tout cela, après avoir fait votre part avec honnêteté et cohérence, la réconciliation ne se produit toujours pas, alors vous devez lâcher prise, non pas lâcher prise sur l'amour, mais lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise sur les attentes, lâcher prise sur le fantasme que vous pouvez forcer l'autre à changer. Vous avez fait ce qui était en votre pouvoir, vous avez semé les graines que vous pouviez semer, et maintenant, vous devez accepter que la récolte ne dépend pas uniquement de vous. Il y a une liberté étrange, presque paradoxale, dans cette acceptation. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler ce qui n'est pas sous votre contrôle, lorsque vous cessez de porter le poids de quelque chose qui n'est pas seulement le vôtre, vous vous sentez plus léger. Ce n'est pas une légèreté joyeuse, pas au début. C'est une légèreté triste, mélancolique, mais réelle. C'est le sentiment que vous avez fait ce que vous pouviez, et que cela doit suffire, même si cela fait mal, même si ce n'est pas la fin que vous souhaitiez. Et l'héritage que vous laissez ne réside pas seulement dans le résultat de la relation. Il réside dans la façon dont vous avez affronté la douleur, dans le courage que vous avez eu de vous regarder dans le miroir, d'assumer vos responsabilités, d'essayer d'être différent. Cela vous a déjà changé. Et ce changement vous appartient, quoi qu'il arrive à votre enfant. Vous êtes devenu quelqu'un de plus conscient, de plus mûr, de plus capable d'aimer sans emprisonner. Et cela, vous dirait Freud, est déjà une victoire, même si cela n'en a pas l'air. Alors, que reste-t-il à la fin de tout ce parcours? Il reste la conscience que vous avez essayé. Il reste la paix de savoir que vous n'avez pas répété les erreurs en pilote automatique, que vous vous êtes arrêté, que vous avez regardé, que vous vous êtes interrogé, que vous avez changé ce que vous pouviez changer. Il reste la possibilité, même minime, que plus tard, peut-être des années plus tard, votre fils regarde en arrière et reconnaisse ce que vous avez fait. Ou peut-être qu'il ne le reconnaîtra pas, et ce n'est pas grave. Car au final, la transformation la plus importante n'est pas la sienne, c'est la vôtre. Et maintenant, après avoir traversé tout cela, après avoir regardé les aspects les plus sombres de cette douleur, j'ai besoin de vous poser une question. Qu'êtes-vous prêt à lâcher aujourd'hui pour que votre relation avec votre enfant ait une chance de renaître demain? Laissez votre réponse dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour vous-même. Parce que nommer est la première étape vers la transformation. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.